Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans pratiquement moins de 3 mois, le Bénin va organiser l'élection présidentielle de 2021. Une élection majeure au destin connu pour l'instant au regard des mésententes entretenues au sein de la classe politique nationale qui est appelée à faire face aux nouvelles dispositions électorales en vigueur dans le pays. Pendant que la majorité présidentielle prône la vertu de ces nouvelles dispositions qui, selon elle, visent à assainir le paysage politique national, l'opposition dénonce une volonté manifeste d'exclusion et d'empêchement de la compétition électorale. Dans la foulée, des mouvements, personnalités et partis politiques de cette opposition se sont constitués en un front appelé Front pour la restauration de la démocratie. Un front qui a dressé une liste d'exigences dont, entre autres, la tenue d'un dialogue inclusif, la suppression du parrainage dans le cadre de ce scrutin et le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé l'abrogation des dites lois. Pourquoi toutes ces exigences à quelques semaines seulement de ce rendez-vous important? C'est pourquoi, mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui un des leaders de ce front. Il est un acteur politique et professeur titulaire de droit public et constitutionnaliste chevronné. Mais depuis quelque temps, il est devenu politiquement très engagé. Potentiel candidat à la présidentielle à venir, il va nous le confirmer ou l'infirmer sur cette émission. Professeur Joël Aïvo, bonjour. Bonjour, M. Sanibio. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous avons joint le responsable de ce front, le Front pour la restauration de la démocratie, Valentin Adité-Oudé, qui nous a orienté, bien entendu, vers le professeur Frédéric Joël Aïvo, qui va parler aujourd'hui au nom de ce front de l'opposition. Nous savons que c'est les téléspectateurs à qui nous présentons d'ailleurs toutes nos excuses, attendaient Valentin Adité-Oudé, mais ce n'est que partie remise. Nous sommes aujourd'hui avec, comme je le disais, Frédéric Joël Aïvo, même si ça n'a pas été facile. Professeur, pourquoi c'est maintenant que vous avez accepté de répondre à notre invitation et partager un tel plateau pour votre toute première sortie depuis que vous avez mis le cap, et bien sûr, votre engagement politique? Monsieur Sanibio, merci beaucoup. Je voulais sincèrement vous remercier de l'invitation. Vous avez dit que ça n'a pas été facile. Mais en vérité, nous sommes désormais depuis quelque temps dans la surface de réparation. Et il était important, vu les circonstances graves que traverse le pays depuis un moment, que je vienne vous présenter à vous et à nos compatriotes, aux téléspectateurs, les fruits, non pas de ma réflexion, mais les fruits de ce que j'ai recueilli sur le terrain pendant plus d'1 an et demi, voilà, sur le dialogue itinérant, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu les Béninois me dire, leur espoir, leur désespoir, et au fond parfois les questions qui sont les questions majeures auxquelles le pays est confronté, qui font que nous sommes à moins de 2 semaines, moins de 3 semaines de la clôture des dépôts de candidature, et qu'en vérité nous sommes encore face à beaucoup d'incertitudes, et je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous ce matin. Justement, par rapport au timing, est-ce que c'est pas parce que le chef de l'État aussi a annoncé sa candidature qu'on vous voit aujourd'hui accepter un tel rendez-vous pour parler de tout ce que vous venez de dire? Non, non, pas vraiment, pas vraiment, non. Vous savez, la question de la candidature du président Talon, pour moi, n'est pas une question juridique. C'est une question morale. C'est une question éthique. Le président de la République a le droit d'être candidat à sa succession au regard des dispositions de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Le président peut, il a le droit. Mais la question, comme j'ai dit, n'est pas une question juridique, c'est une question éthique. Parce que M. Sanibio, ce n'est pas moi, Joël Aïvo, qui ai dit que le président Talon ferait un mandat. C'est lui qui a dit. C'est le candidat Talon qui a dit au Bénin, avant la campagne présidentielle, c'est lui qui a dit à l'extérieur, à nos compatriotes de la diaspora, et c'est lui qui a dit, le 6 avril 2016, c'est quand même pas un jour banal, à la prestation de serment, c'est lui qui a dit dans son discours d'inauguration de son mandat qu'il était candidat à un seul mandat. Et il a répété, c'est très important, vous savez, la parole en politique est capitale. Il a dit à la présidence de la République, et dit, même précisé, c'est fondamental, que ce qu'il dit relève d'une question d'ordre moral et que de toutes les façons, il est candidat pour un mandat unique et en fonction de ça, M. Sanibio, les Béninois ont voté pour le président Talon et en fonction de ça, je connais beaucoup de candidats qui ont accepté de le soutenir face à Lionel Zissou. Alors, franchement, après, si le président Talon décide
de multiplier par 0 son serment. Si le président de la République considère que la parole en politique, au fond, j'ai dit une chose et après, le lendemain, il me plaît de dire autre chose. Mais à plusieurs occasions, il est revenu sur ça. Il a dit bon, que c'est fini le mandat unique parce qu'il avait foi en quelque chose qui n'a pas marché. Non, M. Sanibio, on n'a pas entendu la même chose. Moi, j'écoute beaucoup les autorités de mon pays. On n'a pas entendu la même chose. Le président a dit, dans le palais, il a dit que même si la réforme ne passait pas, la réforme du mandat unique, même si la réforme ne passait pas, qu'à titre personnel, il fera le mandat unique et que c'est une question morale pour lui et que de toutes les façons, il veut montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. C'est l'expression du président. Donc, vous savez, quand le président de la République a dit ça aux Béninois, qu'ils ont voté pour lui, qu'il a exercé son mandat, après qu'ils choisissent de revenir sur sa parole, ce n'est pas notre problème. Moi, ce n'est pas mon problème que le président soit candidat, qu'il rassure ses partisans sur le fait qu'il sera lui-même candidat à sa succession, contrairement à ce qu'il a dit. Moi, je note simplement que ça a contribué à abîmer la parole publique. On est en politique. Hein? Ça a contribué à abîmer la parole politique. On est en politique, vous savez, tout n'est pas permis en politique. C'est pas parce qu'on est en politique, parce qu'au fond, les Béninois peuvent aujourd'hui s'installer dans une crise de confiance majeure pour leur élite. Que même lorsque vous dites quelque chose, ils ne vous croient pas. Et d'ailleurs, vous me direz, M. Sanibio, aujourd'hui, au nom de quoi on croirait le président Talon sur les engagements qu'il peut prendre aujourd'hui? Au nom de quoi? C'est lui qui a dit, j'ai le candidat à un mandat unique, et c'est lui qui dit, non, en fait, au fond, je fais ce que je veux. Mais vous m'avez cru, et tant pis pour vous. C'est ça la question. Pourquoi on croirait aujourd'hui le président Talon plus que ce qu'il a dit la dernière fois? C'est ça le problème. Nous sommes en phase d'une crise de la parole, de la crédibilité de la parole publique au sommet de l'État. C'est pas moi. Vous savez, si c'est vous, d'accord, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais le président Talon est au cœur d'une fonction probablement la plus sensible de la République. Et donc quand il parle, on doit pouvoir le croire. Quand il parle, on doit pouvoir le suivre. Sur cette question, en tout cas, moi, je note que le président a changé d'avis, dont acte. Il est candidat à sa succession. Très bien. La question est dans l'autre. Mais, visiblement, on vous voit un peu acerbe maintenant contre le président Patrice Talon, ou bien c'est parce que vous n'êtes plus dans de bonnes grâces. Depuis que vous êtes quand même démis de votre fonction du doyen à la faculté de droit à l'université, on vous voit un peu dans une position un peu rigide contre ce régime. Non, M. Sanibio, ce n'est pas totalement exact. Vous savez, à titre personnel, je n'ai aucun contentieux avec le président de la République. À titre personnel, je ne suis pas un homme d'affaires. J'aurais bien aimé savoir faire des affaires, mais je n'ai pas de compétences en la matière. Je suis professeur à l'université, je suis fonctionnaire de l'État, je suis au service de l'intérêt général. Je n'ai pas de contentieux, je n'ai pas été en affaire avec le président, je n'ai pas une seule action dans une société, je n'ai pas de problème de partage de bénéfices avec le président. Donc, j'ai un regard froid, M. Sanibio, j'ai un regard froid en tant que citoyen sur l'action du président. Et d'ailleurs, je n'ai de divergence et je n'ai d'opposition avec le gouvernement et le président de la République que sur la base de leurs actions. Pas sur autre chose. Je n'ai pas de contentieux personnel, je n'ai pas de problème personnel. Et vous avez parlé de la faculté de droit. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est eux qui ont fait. Et c'est eux qui savent pourquoi ils l'ont fait. Mais ça, ce n'est pas un problème. J'ai servi la faculté pendant 3 ans avec l'énergie, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de volontarisme. Ben, il leur a plu simplement de mettre un terme à l'élection des doyens, des directeurs d'école, des doyens de faculté. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le gouvernement qui a pris la décision. Et depuis lors, personne ne lit. Vous savez, au moment où nous parlons, en principe, les universités publiques élisent le recteur et le vice-recteur. Personne n'en parle. Silence radio. C'est terminé. Le recteur et le vice-recteur en fonction devraient, en principe, finir leur mandat d'ici quelques semaines. Et donc, dans les universités publiques, nous sommes en période électorale. Mais il n'y a pas d'élection. Comme les Béninois, en tout cas dans les universités publiques, on vote pour les doyens et directeurs, doyens de faculté et directeurs d'école, directeurs des écoles, depuis le PRPB. Je dis depuis le PRPB, les doyens sont élus et les directeurs sont élus. Seulement, depuis quelques années, depuis il y a environ 2 ans, le gouvernement a décidé de mettre un terme. Pour quelle raison?
Eh bien, c'est peut-être pour mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut, parce que la politique, les nominations, on peut toutefois peut-être porter quelqu'un qui n'a pas la compétence nécessaire qu'il faut à la tête de ces institutions. Mais on pourrait faire la même chose alors pour la fonction de président de la République. Bon, comme au collège, par exemple, on nomme les gens. Non, on pourrait faire la même chose. Parce que tel qu'on est parti, M. Sanibio, soyons, si on veut aller jusqu'au bout de la logique du gouvernement, vous savez quoi? Même le président de la République, on ne l'élirait pas. Même les membres du gouvernement, on ferait un appel d'offres international. Si pour le port autonome de Cotonou, il n'y a pas un seul Béninois compétent, qualifié pour conduire le port et donner des résultats, si à la SBE, il n'y a pas un seul Béninois parmi tous ceux que nous avons formés, de l'intérieur et de l'extérieur, pour conduire une entreprise capitale comme celle qui distribue l'énergie, si on n'a pas de compétences à l'intérieur, puisque c'est la logique du gouvernement, ben on pourrait faire la même chose. On pourrait faire monter un gouvernement international de Singapouriens, de Rwandais, de Nigérians, de Sénégalais, de Béninois, de Français. Pourquoi on est Béninois? Vous pensez vraiment qu'on n'a pas de compétences à l'intérieur, qu'il n'y a pas de capacité de gérer le pays? Donc, dire que parce qu'on élit les doyens de faculté, les directeurs d'école, ça conduit à l'inefficacité, je ne suis pas sûr. De toute façon, je ne les ai pas entendus donner ces raisons. Ce que je sais, M. Sanibio, les questions qui se posent aujourd'hui pour le pays sont des questions cruciales. Nous sommes face, dans quelques semaines, les Béninois devront se prononcer sur des questions que je considère comme des questions décisives, capitales. On a un choix de société à faire. Attention, je veux dire à nos compatriotes, ce que nous voulons faire, nous ne voulons pas qu'élire un président de la République. Ce que nous voulons faire dans quelques mois, ce n'est pas seulement élire celui qui va rester devant nous, avec nous, pendant 5 ans, et qui va contribuer à l'apaisement dans le pays, qui va ramener la démocratie, et celui qui va davantage conduire le pays vers le progrès économique et social. Ce n'est pas que ça. Le choix que nous allons faire dans quelques mois, c'est un choix fondamental, c'est un choix de société. Et parce que c'est un choix de société, il faut qu'il soit fait en toute connaissance de cause. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. Nous avons un gouvernement dont le bilan est connu, dont l'économie globale sur la démocratie est connue. Nous avons un gouvernement dont la politique en matière d'unité, de concorde, de cohésion du pays est connue. Nous avons un gouvernement dont le rapport à l'argent public, dont le rapport aux ressources de l'État, dont le rapport à l'économie nationale est connu. Pour moi, M. Sani, M. Biosani, le gouvernement a fini de déposer en 5 ans. L'élite au pouvoir a fini de déposer en 5 ans son économie générale, sa pensée, sa doctrine. Oui. On sait maintenant. Les Béninois sont-ils d'accord? Nos compatriotes sont-ils d'accord? Veulent-ils vivre dans une telle société? Société de la peur, société de la brutalité. Les Béninois veulent vivre dans cette société de méfiance. Est-ce qu'il y a encore de peur dans le pays? Il y a de brutalité dans le pays? Veulent-ils vivre, Monsieur Sanibio, les Béninois veulent-ils vivre dans une telle société où les Béninois veulent le retour à la démocratie, à la fraternité? Est-ce que les Béninois veulent la relance de l'économie, la confiance et, au fond, la fraternité? La fraternité. On peut avoir des désaccords dans la vie. Des accords politiques, c'est pas ce qui manque. On doit avoir des désaccords politiques d'ailleurs. Mais ces deux choix de société, l'évangile de la peur contre l'évangile de l'espoir, les Béninois doivent faire ce choix dans les semaines qui arrivent, en toute connaissance de cause. C'est le sens de mon combat. Oui, justement, vous parliez de relance de l'économie. Quand même, c'est sur ce régime qu'on a vu une performance économique tout le temps ventilée. Ici, vous êtes dans le pays, vous voyez les chiffres, et aujourd'hui, vous nous parlez de relance de l'économie. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même là? Quand vous parlez, par exemple, de rapport de l'argent, c'est sur ce régime, on nous a parlé de réduction de la corruption. Et vous avez suivi récemment la tournée du chef de l'État. À chaque occasion, il est revenu sur ça. Monsieur Sanibio, voilà un sujet. Voilà un très bon sujet. La question économique, la croissance économique, les performances, les chiffres du gouvernement. Voilà un très bon sujet sur lequel je suis impatient d'échanger avec éventuellement celui qui est prêt à porter le bilan du gouvernement. Parce qu'il y a, d'une part, les chiffres dont vous parlez, qui sont les chiffres du gouvernement, qui pour certains... Oui, appuyés par les institutions, parce que ce sont les noms des institutions internationales qui sont cités, qui sont collés à ces chiffres. Qui pour certains, M. Sanibio, qui sont repris soit par la Banque mondiale, soit par le Fonds monétaire international. Mais en vérité, le gouvernement béninois gouverne pour qui? Pour les organisations internationales?
pour le Fonds monétaire international, pour la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'au fond, moi chez moi, la dame que j'ai rencontrée à Banikwara, qui s'est fondue en larmes dans mes bras, qu'est-ce qui l'intéresse? Son activité économique ou les chiffres que communique la Banque mondiale et le Fonds monétaire international? Parce que moi, quand j'écoute le gouvernement, je l'ai dit plusieurs fois dans le dialogue itinérant, quand j'écoute le gouvernement, j'ai le sentiment que, en vérité, et le ministre des Finances, et le président de la République, et le gouvernement, ils s'impressionnent par leurs propres chiffres. J'ai le sentiment qu'ils ne sont intéressés que par les chiffres qu'ils avancent. Mais je ne suis pas un économiste, mais j'ai un bon sens économique. C'est quoi la croissance économique? La croissance économique qui n'est pas inclusive. La croissance économique qui ne génère pas de l'emploi. La croissance économique qui, au fond, ne permet pas aux Béninois de pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est une croissance, excusez-moi le terme, je ne suis pas un homme d'excès, c'est une croissance inhumaine. Elle n'est pas inclusive. C'est une croissance, au fond, qui ne permet pas aux citoyens de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne veux pas polémiquer, je vais vous donner quelques exemples. Monsieur Sanibio, combien d'emplois ont été créés du fait de cette croissance économique? Combien d'emplois? Moi, je n'ai vu que d'emplois détruits. Je n'ai vu que de licenciements massifs. On nous a parlé de la création de 800 000 emplois il n'y a pas longtemps. Vous êtes dans le pays, M. Aïvo. Monsieur Sanibio, je n'ai vu que des emplois détruits. Vous prenez dans les banques, dans les assurances, ceux qui ont été vidés, par exemple, de la Sonacop, ceux qui ont été vidés de la Sonapra, ceux qui ont été vidés de beaucoup de sociétés. Monsieur Sanibio, vous savez, est-ce que vous vous êtes intéressé à leur reconversion? Pire encore, pire, vous prenez le secteur de l'enseignement, dans le rang des policiers, même dans l'armée, je dis même dans l'armée. Combien d'emplois ont été créés? Combien d'emplois ont été générés? Premièrement. Deuxièmement, vous sortez de l'emploi. Je connais beaucoup de sociétés qui sont fermées. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui n'ont plus de marché, qui n'ont plus de carnet de commandes. Je connais beaucoup d'hommes d'affaires qui sont plus au Bénin, qui sont partis, qui sont fermés. Mais franchement, combien d'investisseurs ont été attirés vers le Bénin depuis quelque temps? C'est parce qu'il n'y a plus de facilité, comme peut-être c'est le cas par le passé, que ces opérateurs économiques habitués peut-être à une tradition pratique. Non, non, mais c'est devant vous que notre pays a agressé, brutalisé un certain nombre d'investisseurs de la sous-région qui ne viennent plus. Combien d'investisseurs de la sous-région? Combien ils sont aujourd'hui à dire nous avons confiance dans le pays, nous pouvons venir investir et être sûrs de faire des affaires et de générer de l'emploi dans le pays? Il n'y en a plus. Donc, la croissance économique dont on parle, moi j'aime bien les chiffres, mais le gouvernement donne le sentiment de faire une économie, faire la promotion d'une économie de chiffres et de statistiques, je l'ai dit plusieurs fois. C'est l'économie qui ne génère pas de l'emploi, de la croissance, qui ne permet pas aux gens d'accéder à des soins de santé de qualité. C'est plus de la croissance. Excusez-moi le terme, c'est de la croissance creuse. C'est ce que je reproche à la politique économique du gouvernement qui privilégie les annonces de chiffres et les annonces de statistiques. Parlons de nos compatriotes, de leur vie. Est-ce qu'il y a une amélioration significative? Je connais. Oui, vous avez cité par exemple le cas de la dame de Banikwara. Est-ce qu'il faut prendre des cas isolés comme ça pour généraliser? Est-ce que tous les Béninois ressentent ce que vous dites là concrètement? Mais si les Béninois, vous savez, c'est très simple, si les Béninois ne ressentent pas ça, c'est pour ça que j'invite le président de la République généralement, comme j'entends souvent qu'on dit que ce bilan est un bilan faramineux, mais j'invite le gouvernement à faire valider sa politique par les Béninois. Moi, je souhaite que le président laisse les Béninois lui donner raison contre nous. Je souhaite que les Béninois soient appelés en toute indépendance à choisir. S'ils remettent la coupe au président de la République, moi je ferai partie de ceux qui applaudiront. Je suis un démocrate. Oui, c'est vrai que vous avez dit que vous avez entamé un dialogue itinérant et vous avez parcouru pratiquement environ une cinquantaine de communes du Bénin. Mais le président Patrice Talon également a fait le même tour. Il a fait les 77 communes du Bénin. On a vu à la télé la ferveur qui accompagnait cette tournée-là. Comment est-ce que les populations étaient quand même très heureuses de rencontrer le chef de l'État? Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction entre ce que vous dites et ce qu'on a vu à la télé lors de la tournée du chef de l'État? Ce que vous avez vu à la télé? Vous avez vu quoi? De l'effervescence, vous avez dit? Justement. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Moi, je fais partie de ceux qui, à la fin, ont souhaité, ont poussé le président à sortir
Il ne peut pas gouverner le pays en étant au palais. Il ne peut pas gouverner le pays en étant fermé à la présidence. Ça a duré plus de 4 ans. Ça a duré plus de 4 ans. Et j'espère que le président a entendu ce que moi j'ai entendu. Moi, j'ai fait plus d'une 50aine de communes. J'ai été à des endroits, je ne suis pas sûr si je n'avais pas été dans cet engagement, j'aurais été à des endroits. Je voyage beaucoup à l'intérieur du pays. Mais ce que j'ai entendu, la détresse du pays, vous savez, moi j'ai eu beaucoup de cas de suicide dans le pays, des cas de pendaison, de recrudescence de cas de pendaison. Les gens qui n'en peuvent plus, c'est ceux-là qui m'ont parlé. Je me rappelle de ce jeune que j'ai rencontré à Pau, qui m'a expliqué que du fait de la loi sur l'embauche, désormais, il a un contrat de tous les mois. C'est-à-dire que son contrat est renouvelé tous les mois. Et je connais beaucoup de gens, M. Sanibio, qui ont perdu leur emploi. Parce que, et je l'ai dit, j'ai dit, excusez-moi 2 fois, je ne suis pas un homme d'excès, mais cette loi, la loi sur l'embauche, c'est un crime social. La loi sur l'embauche a fait trop de dégâts. Combien de gens sont aujourd'hui quasiment esclavagisés dans leur travail? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs parce que le chef de l'État envisageait quand même rendre compétents tous ceux qui aujourd'hui vont travailler dans des entreprises. Il faut que les gens soient déterminés, ça donne au travail. Monsieur Sanibio, le résultat n'est pas celui, j'imagine qu'il attendait. La loi sur l'embauche a jeté beaucoup de gens à la maison. Il y a des couples qui sont cassés, des gens qui ont perdu leurs femmes. Il y a des gens qui sont sans revenus. Je connais beaucoup. Dans ma famille, je connais autour de moi, dans mes amis. J'ai la lettre d'un homme qui s'est pendu. J'ai la lettre d'un homme qui s'est suicidé. Qui, avant de se suicider, a laissé une lettre à son épouse. Voilà, c'est pour ça que, vous voyez, quand on parle du président Talon, quand on parle du régime actuel, qu'il y en a qui parlent de dictature, vous savez, M. Sanibio, c'est la question du pays, la question qui se pose aujourd'hui est au-delà de questions politiques, de questions de démocratie, une question de dictature. Il y a un vrai drame social qui se joue dans le pays. Et moi, j'ai toujours invité le gouvernement. Nous avons des divergences. Je les ai toujours invités à ne jamais perdre de vue qu'il se joue dans le pays qu'ils dirigent un certain nombre de drames. Il y a un vrai drame social. Sur la question de l'emploi, il y a beaucoup de gens sont sans emploi. Dans la question du business, il y a beaucoup de gens, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, qui, eux, ils entreprennent pour embaucher, ils entreprennent pour contribuer à la richesse. Si 2 ou 3 personnes vont très bien, M. Sanibio, si les entreprises de 6 personnes tournent bien, rapportent des milliards et des milliards, ce n'est pas les entreprises des 12 millions de Béninois. Donc, l'intérêt de l'action publique, c'est quand même, à la fin, de faire en sorte que la grande majorité des Béninois sortent de la précarité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà, je vous parle les yeux dans les yeux de ce que j'ai vu. Non pas en étant dans un bureau, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai écouté pendant 1 an et demi. J'ai vu de près la détresse, parfois la peur dans les yeux de nos compatriotes qui ne veulent qu'une chose, subvenir à leurs besoins. Beaucoup ne sont pas en politique, vous savez. Beaucoup ne sont pas en politique. Ce qu'ils cherchent pour eux-mêmes, c'est d'avoir les moyens de s'occuper de leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école, que quand ils sont malades, qu'ils soient capables d'aller dans un hôpital pour se faire soigner. Vous, si vous voulez, si je vais vous donner les chiffres dans le domaine de la santé. Je vais vous donner les chiffres dans le domaine de l'éducation. Si on fait des investissements, s'ils ne sont pas des investissements essentiels dans la santé, dans l'éducation, franchement, le capital lui-même pour un pays, c'est l'essentiel. Si l'investissement du pays n'est pas drainé vers ça. Mais chaque fois que vous revenez sur votre tournée, vous parlez comme si c'est vous seul qui avez rencontré le peuple. Vous l'aviez dit d'ailleurs que vous avez rencontré le peuple et que le chef de l'État dans sa tournée n'a pas rencontré le peuple. Ceux qu'il a rencontrés là, c'est pas le peuple? Non, moi j'ai eu le sentiment que, d'ailleurs sur toute la ligne, je ne vais pas parler pour eux, sur toute la ligne, moi j'ai eu le sentiment que le président de la République a rencontré ses élus. Dans une salle de 200 personnes, vous avez élus communaux, élus municipaux, délégués de quartier, le député du coin, et vous avez les membres du gouvernement, les gens de l'administration,
Oui, ceux-là qui portent la voix de la population à la base. J'attendais. Parce que la période de pandémie aussi oblige. Oui, nous avons tous pris des précautions, mais j'attendais le président, comme j'ai dit très amicalement, dans la lagune, c'est-à-dire au cœur de la population, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont ressenti pendant ces 5 ans, ce quinquennat douloureux. Je voulais que le président le sente. Et je suis sûr que s'il avait senti ce que disent les gens, s'il avait vu dans les yeux, non pas ceux qui ont été préparés pour lui dire 10 ans, mais s'il avait vraiment senti de près la souffrance, la détresse sociale dans le pays, je ne suis pas sûr qu'on serait encore face à un certain nombre d'incertitudes au niveau politique. Professeur Frédéric Joël Aïvo, vous n'avez aucun parti politique, on vous sait, vous revendiquez votre indépendance. Subitement, vous voir au sein d'un front pour la restauration de la démocratie, qui a certaines exigences. Concrètement, qu'est-ce qui a motivé votre adhésion à ce front, qui est en contradiction parfaite avec votre indépendance ou bien votre liberté que vous réclamez souvent? Non, je suis un homme indépendant. Je suis profondément attaché à la démocratie. Profondément attaché à la démocratie. Je me réjouis de ce que, désormais, ceux qui sont en face de nous soient préoccupés par la démocratie. Puisque j'ai entendu que la demande de deuxième mandat du président, ce serait pour défendre la démocratie. Mais j'ai entendu de la bouche des mêmes personnes... la démocratie, l'état de droit, j'ai entendu de la bouche des mêmes personnes que la démocratie c'était de la pagaille. J'ai entendu que la démocratie n'avait rien apporté. Beaucoup de députés qui ont dit d'ailleurs que la démocratie ne nous a rien apporté, qu'il faut faire autre chose. Aujourd'hui, je me réjouis d'être rejoint sur le terrain de la démocratie. Moi, je suis profondément attaché à la démocratie. Je suis attaché à la fraternité parce qu'après tout, on peut avoir des divergences, mais on ne faut jamais perdre de vue que nous sommes tous des Béninois, que ce pays nous appartient, nous l'avons en partage. J'ai accepté, avec l'ensemble, de nos compatriotes, nous avons accepté d'entrer dans le front parce que dans le front, nous visons une chose, rétablir la démocratie. Et le rétablissement de la démocratie dans l'offre politique que je porte, que je propose à nos compatriotes depuis plusieurs années, au cœur, c'est vrai, la première urgence pour moi, c'est le rassemblement du pays. C'est d'apaiser les tensions. C'est la première urgence. Deuxième urgence pour moi, c'est le rétablissement de la démocratie. Et ce front a été initié pour rendre possible, pour pousser au rétablissement de la démocratie, à la restauration de la démocratie. Parce que nous venons de quelque part. Et j'ai accepté de contribuer, de faire partie de cette plateforme de mutualisation de nos efforts. Et d'ailleurs, ce que vous avez vu, je ne dirais pas que ce sont les premiers et les seuls. C'est un front qui a vocation à accueillir davantage de mouvements, davantage de partis politiques et de personnalités politiques. Tous ceux qui ont dans leur focus le rétablissement de la démocratie. Parce que l'identité du Bénin, depuis 1990, c'est la démocratie. Oui, vous parlez de démocratie. Alors, on sait que le nombre des exigences de ce front-là, il y a l'abrogation de certaines lois. Vous ne voulez pas respecter certaines dispositions quand même votées par les institutions de la République. Et là, vous parlez de la démocratie. Je parle par exemple du parrainage qui a été introduit par l'Assemblée nationale qui a voté une loi modificative de la Constitution. Aujourd'hui, vous allez contre ce principe-là électoral. Concrètement, est-ce que vous-même, quand vous vous regardez, vous voyez des gens qui aiment vraiment respecter les tests de la République, vous qui vous revendiquez des démocrates? Monsieur Sanibio, c'est pas d'aujourd'hui que je suis contre le parrainage tel qu'il a été aménagé par le Parlement. C'est pas d'aujourd'hui. C'est de l'aménagement? Non, soyons méthodiques. J'ai été le premier, immédiatement après l'adoption, je crois le 8 ou le 9 novembre, sur une chaîne concurrente, privée, j'ai été le premier à dire que le parrainage tel qu'il a été aménagé est mortifère. Vous savez, quand nous parlons à des gens, à nos compatriotes. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de prouver que moi, Joël Aïvo, j'ai dit sur le parrainage une chose et que 1 an, 2 mois, 3 mois, 2 ans plus tard,
j'ai dit autre chose. M. Sanibio, je suis dans l'espace public depuis 2006. Que je suis dans l'espace public, politique béninois. Et je me réjouis de me retrouver sur le même plateau de ma part de qui vous a lancé en 2006, justement. Qui m'a lancé en 2006. Donc je suis dans l'espace et les Béninois, vous pouvez leur poser la question, ils connaissent le fond de ma pensée sur chacun de ces sujets. Sur la liberté, la justice, la fraternité, la démocratie. Je dis, il n'y a pas un sujet sur lequel je ne me suis pas prononcé. Et je me réjouis, excusez le thème, de ce que sur l'ensemble de ces questions, il n'y ait personne qui soit capable de dire, M. Ivor, vous avez dit en 2006 que, en 2020, vous avez dit le contraire. Vous avez dit sur telle question, aujourd'hui vous avez dit le contraire. J'essaie de construire dans ma parole publique et dans mon rapport avec les Béninois une forme de rectitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas d'avis. On peut changer d'avis dans la vie. On peut être amené à changer d'avis. Mais sur ces questions, particulièrement sur la question du parrainage, j'ai été le premier à l'adoption de cette loi à dire au Parlement, d'abord, que la révision constitutionnelle qui a conduit à l'adoption du parrainage était irrégulière. Et je l'ai démontré que la procédure d'urgence n'existe pas en matière de révision constitutionnelle. Et deuxièmement, j'ai démontré que la question du parrainage, tel qu'il a été adopté, je veux que nos compatriotes d'en face nous créditent quand même d'un minimum d'intelligence. J'ai le sentiment que quand ils nous parlent, j'ai le sentiment que quand ils s'adressent à nous, je veux pas, je n'ose pas penser qu'ils pensent qu'ils s'adressent à un troupeau de moutons, mais qu'ils nous créditent d'un minimum de bon sens. Nous avons été comme eux un peu à l'école, nous aimons ce pays autant comme eux. Donc, quand ils nous parlent, il faut qu'ils nous respectent. J'ai le sentiment qu'ils ne nous respectent pas. Pourquoi je dis ça? Voilà. Pourquoi je dis ça? Voilà. Le parrainage, sur le principe, le Bénin ne l'invente pas. Le parrainage existe au Sénégal. Au Sénégal, c'est un parrainage populaire. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, allez vous faire parrainer par un certain nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales. De citoyens inscrits sur les listes électorales. Vous allez en France, c'est des milliers de parrains. Élus, conseils généraux, conseils municipaux, députés, sénateurs, conseils départementaux. Voilà. Vous allez au Cameroun, il y a un parrainage. Au Burkina Faso, il y a un parrainage. Donc, le principe du parrainage n'est pas un débat. Ce que nous n'acceptons pas, ce qui est contesté, quand même, M. Sanibio, je voudrais l'expliquer très simplement à nos compatriotes. Je parlais de la majorité présidentielle. Vous trouvez normal que, au moment de l'institution du parrainage, lorsque le Parlement se réunit pour instituer le parrainage, le président de la République a déjà pour lui plus de la moitié des parrains. Le 1er novembre, lorsque le parrainage a été voté au Parlement, le chef de l'État a déjà pour lui la majorité des parrains. Qu'est-ce que je dis par là? Tout le Parlement, 83 députés sur 83, appartiennent déjà au président de la République. Première chose. Deuxième chose, sur le plan juridique, ce qui affaisse, ce qui détruit le parrainage, sur le plan juridique, la révision n'est pas bonne. Deuxièmement, au moment où le président l'institue, il a déjà pour lui, et pour les autres, 0, et pour lui, 83 de ses parrains. Plus de la moitié des 160. Première chose. Deuxième chose, lorsque le président de la République institue le parrainage, franchement, il ne restait que les élections législatives, les élections communales. Mais le gouvernement a décidé, a fait le choix de vendanger les élections communales. Et comment ça? Mais franchement, qui sont ceux qui étaient candidats aux élections communales. Et d'ailleurs, les règles des élections communales, c'était, si vous voulez, le dernier procédé par lequel on pouvait donner encore du parrainage à ceux qui n'en ont pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le gouvernement qui a choisi de mettre dans la loi, dans le code électoral, le seuil de 10%. Ce qui a fait que même des gens qui ont été élus et qui légitimement espéraient être chefs d'arrondissement, conseillers ou maires, qui ont été élus, je vous dis élus, qui ont été choisis par la population, n'ont même pas pu siéger, ils sont chez eux. C'est ceux qui n'ont pas été élus
qui parfois dirigent les communes. Ceux qui n'ont pas été élus... Comment ça? Quelqu'un qui n'a pas été élu ne peut pas diriger une commune? Mais je prends la ville de Porto-Novo, vous prenez la ville de Saint-Podi, vous prenez la ville d'Adjara. Ceux qui ont été élus, M. Sanibio, je dis massivement élus, et bien élus par les populations, ils ne sont même pas membres du conseil communal, ils sont chez eux. Mais élus, comment? Expliquez-nous. Parce que vous ne pouvez pas quand même diriger une mairie sans être élu. Non, je vous parle de ceux qui sont dans les conseils communaux. Ceux qui sont dans les conseils communaux, ceux qui sont dans les conseils municipaux, qui siègent comme conseillers, comme chefs d'arrondissement, et peut-être même comme premier ou deuxième adjoint au maire, ils n'ont pas été élus. Et ils ne sont rentrés dans les conseils communaux que grâce à la mesure des 10% qui a permis d'éliminer ceux qui ont été choisis. Mais, M. Sani, à quelle idée de la démocratie ça ressemble que d'être élu, choisi par les populations, et après d'être contraint de rester chez soi, et de ne pas siéger? Mais, premier élément. Deuxième élément, même pour l'élection communale, ceux qui ont été élus, j'ai dit qu'ils ne siègent pas. Eux, ils ne siègent pas. Ensuite, ceux qui doivent être élus maires, entre nous, ont-ils été élus maires? Est-ce qu'ils ont été élus maires, conformément aux règles qui ont été posées? Mais ils ont été nommés. Ils ont été nommés depuis le siège de l'UP à la place Bulgarie. C'est le principe. Non, attention. Ils ont été nommés depuis le siège de l'UP à la place Bulgarie. Désignés par leur père pour les représenter. Non. Désignés par des personnes qui ne sont pas membres du conseil communal. Mais comment vous pouvez savoir? Vous faites partie de ces conseils-là? Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Moussou. Mais le président Moussou est membre de quel conseil communal? C'est lui qui a désigné plusieurs maires. Non, est-ce que vous n'avez pas de preuves là? Vous ne faites pas partie de l'UP? J'ai beaucoup de respect. Non, j'ai de preuves. Parce que j'ai les nominations. J'ai les messages qui ont été envoyés au préfet. Que telle personne est maire, telle personne est CA, telle personne est maire. Mais ça se passe où? Non, attendez. M. Sanibio, ça se passe où? Vous connaissez un pays dans lequel ça se passe? Que le maire, il n'est pas élu ni par les populations, ni par ses pairs. Il est désigné l'un. Les textes ont voulu que des listes soient quand même plébiscitées. Au sein des partis politiques, on peut désigner qui on veut. C'est le principe, c'est la loi. Nous sommes au cœur des questions qui fâchent. Nous sommes au cœur des questions pour lesquelles j'ai dit que ce qui va se passer dans quelques semaines, c'est un choix de société. Depuis la place de l'Étoile Rouge, il y a un autre parti politique qui a dressé des maires partout, à la place des populations et à la place des conseils communaux. Voilà les conditions dans lesquelles les parrains ont été constitués. Les premiers, les 83, ont été constitués lors d'une élection auquel l'opposition n'a pas participé, non pas parce que l'opposition a boycotté, l'opposition a été éjectée. Non, c'est dit. Non, l'opposition n'a pas eu la possibilité de remplir les formalités. Vous avez le choix de vos mots. On est dans le pays, non? Vous avez le choix de vos mots, mais moi, je suis désolé, je dis les choses telles que ça me paraît. L'opposition a été éjectée et n'a pas pu se présenter à cette élection. Première chose, les 83 députés à l'Assemblée nationale appartiennent à qui? La majorité et la minorité. Non. Les 83, j'ai dit, M. Sani, nous sommes au cœur des questions qui fâchent. Et il est important qu'on se comprenne. Les 83 députés à l'Assemblée nationale appartiennent à qui? Est-ce que c'est moi qui ai proposé sur la liste des deux partis politiques? C'est moi qui les ai proposés? Est-ce que c'est moi? C'est les dirigeants de ces partis, certainement. Est-ce que c'est les démocrates qui ont proposé sur la liste de ces deux partis politiques les 83 députés comme candidats? Est-ce que c'est DUD qui a proposé? Est-ce que c'est le Parti communiste du Bénin qui a proposé ces députés sur la liste? Non. Ces députés ont été choisis comme candidats par le président de la République et sa majorité. Non, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, allez-y. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Après, je pourrais me taire, vous laisser faire le débat avec moi. Allez-y. Ces députés ont été choisis par le président comme candidats. Comme candidats. Ils n'ont pas été choisis par moi. Premièrement. Deuxièmement, M. Sanibio, depuis que les députés sont à l'Assemblée nationale, à qui ils obéissent? À moi ou au président Talon? Ils obéissent à qui? Aux démocrates ou au président Talon? Et d'ailleurs... Non, ils travaillent pour le peuple qui les a envoyés là-bas, parce qu'on a vu, il faut des lois. Nous sommes sur des questions éminemment importantes. Et d'ailleurs,
ils votent tout à l'unanimité. C'est-à-dire dressés comme un seul homme. Mais ça part d'abord des débats. Chaque dossier envoyé là-bas fait l'objet de débats. Non, si vous voulez, moi Nous avons des informations, même si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Monsieur Sanibia, si vous voulez. Tout ne passe pas comme une lettre à la poste. Si vous voulez. Le constat, c'est que tout est voté à l'unanimité, majoritairement, lourdement majoritairement, en faveur du gouvernement. Ce que je veux dire par là, au fond. Il y a d'abord de nettoyage. Hein. Ce que je veux dire par là, monsieur Sanibia, c'est que les 83 députés, 82 aujourd'hui, obéissent plus au doigt et à l'œil au président de la République. À la limite, je ne leur en veux pas. Parce qu'ils non, à la limite, je ne leur en veux pas. Ils ont été choisis par le président de la République. Et encore, on est en politique qui est tout régime, tout pouvoir voudrait quand même avoir de la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont été choisis par le président de la République. Ils ont été choisis par le président. Ils obéissent à l'UP et au BR et au président de la République. Premier point. Les maires, on est sur la question du parrainage. Pour les députés, on les a vus quand même sur le terrain mouiller le maillot. Quand vous dites qu'ils ont été choisis par le président de la République, je pense que on est sur la question du parrainage. Ça ne peut pas tenir. On est sur la question du parrainage. Les maires, monsieur Sanibio, ce n'est pas moi qui les ai proposés. Moi, j'ai communiqué le nom d'aucun maire au préfet. Les maires ont été répartis depuis la place de Bulgarie et depuis la place de l'Étoile Rouge par les deux partis politiques qui ont indiqué au préfet qui doit être maire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pensez que dans ces conditions, qu'il est normal, et ça ressemblerait à quoi? Que moi je suis en désaccord avec le président de la République. J'ai dit, depuis 1 an et demi, je ne partage pas la politique, la vision du président de la République. Que je suis en opposition en gros et en détail sur la politique du président, sur le fond et sur la forme. Et j'ai dit que je pense même que je ferais mieux. Je pense même que je ferais mieux. Et j'ai dit que je suis porteur d'un projet. Un projet qui vise à rassembler les Béninois. Ne tournons pas autour des mots. Vise à rassembler les Béninois pour les battre. Démocratiquement, dans les urnes. Vous trouvez normal que moi, j'aille auprès des deux partis politiques, leur présenter mon projet, les persuader de la pertinence de mon projet pour avoir leur autorisation pour compétir face à eux. C'est-à-dire, vous avez vu ça où? Dans quel pays africain aujourd'hui se passe ce que nous propose la majorité présidentielle? Que l'opposition soit obligée d'aller persuader le pouvoir, d'aller le persuader de la pertinence de son projet pour que le pouvoir accepte de sélectionner des candidats qui vont compétir face à lui et éventuellement le battre. Mais vous avez vu ça où? Mais c'est peut-être pour cette fois-ci que ça va se passer comme ça, parce que l'opposition, vous n'avez pas été capable quand même de pouvoir arracher les députés, de pouvoir participer d'abord à cette élection, même si vous l'avez déjà expliqué, selon votre compréhension. Monsieur Sanibio, il faut reconnaître une réalité. Vous n'avez pas aujourd'hui des élus. Vous voulez aller à cette élection-là. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire preuve d'ego pour ne pas aller, comme vous le dites, présenter vos projets et obtenir ce parrainage-là pour pouvoir aller... Si tant est que vous avez un projet de société qui pourra convaincre la population, ben, tant mieux. L'essentiel est que vous retrouvez... Vous avez dit qu'il pourra convaincre la population. Il s'agit de convaincre qui? Le pouvoir d'autoriser ses adversaires candidats en face de lui ou de convaincre la population? Non, mais vous avez dit il y a quelques instants que vous avez rencontré les populations et que vous voulez vraiment que cette population-là, quand le moment viendra, que vous pouvez les convaincre pour que vous puissiez être de l'autre côté. Oui. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui vous empêche d'aller dire, voilà, je veux de votre parrainage, vous l'obtenez et vous allez les battre et aller être le président et les remplacer facilement. Monsieur Sanibio, vous êtes sportif un peu? Je suis athlète. Vous êtes athlète. Vous connaissez les règles de la CAF et de la FIFA? Les règles de la... Mais je dis, même dans le sport, c'est seulement dans un match amical. C'est seulement dans un match amical qu'une équipe peut avoir le choix de son adversaire. Le Bénin veut jouer face au Togo. L'équipe du Bénin appelle l'équipe du Togo. On veut programmer un match amical. C'est seulement dans un match sans enjeu qu'un adversaire a le choix de celui qui doit faire face. Je dis dans les règles de la FIFA et de la CAF. Dans un match à enjeu, un match officiel,
je vous mets au défi, je mets quiconque au défi. Dans un match officiel, vous n'avez pas le choix de votre adversaire. Ce n'est pas vous qui choisissez votre adversaire. Dans un match officiel, vous découvrez votre adversaire, soit par tirage au sort, soit par les jeux de poule. C'est seulement dans ces conditions que vous découvrez face à qui vous jouez. Parce que ce que nous propose le pouvoir, mais ça ressemble pour moi à aucune idée, à rien, aucune idée que je me fais de la démocratie. Et d'ailleurs, franchement, j'aimerais qu'il nous explique, ça se passe dans quel pays? Dans quel pays tous ceux qui peuvent, celui qui est capable d'être candidat aujourd'hui, il est candidat, Patrice Talon. C'est le président Talon. C'est lui seul. Et vous voyez, nous sommes à moins de Seul ne peut pas aller compétir. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle. Moins de 2 semaines de la clôture des dépôts de candidature. Oui. Vous connaissez les candidats? Non, on a au moins le président déjà qui est là. Ah. Vous avez seulement le président. Nous sommes à moins de 2 semaines de la clôture des candidatures. Et il n'y a que le président. Et en face, ils s'ennuient avec les parrainages qu'ils ont, excusez-moi le terme, qu'ils ont braqués. Ils s'ennuient. Non, ce n'est pas du braquage, c'est parti sur la base des tests que nous disposons au Bénin. Pourquoi? Parce que aucun candidat sérieux, dans le cadre d'une élection normale, sincère, sauf si on décide de rentrer dans un simulacre, aucun candidat sérieux ne peut se présenter aux portes de l'Union progressiste et aux portes du Bloc républicain avec son dossier. Écoutez, messieurs, je suis candidat à l'élection présidentielle, je me présente à vous. Je voudrais vous convaincre de la nécessité de me donner les parrainages pour que j'aille en compétition face à vous. Monsieur Sanibio, ça ne se passe dans aucun pays sérieux. Okay. Et comme ça ne se passe dans aucun pays sérieux, vous pouvez compter sur nous, ça ne se passera pas au Bénin. D'accord. On vous a également écouté parmi vos exigences. Vous demandez à ce que le gouvernement abroge, en tout cas respecte la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé à ce que les lois électorales soient quand même abrogées. Il y a le code électoral et tout. Concrètement, pourquoi à l'heure actuelle, à quelques semaines seulement, vous avez dit que ça restait 2 semaines pour le dépôt des candidatures, vous demandez à ce qu'on abroge des lois électorales, des lois qui doivent servir pour ces élections-là? Les lois, ce que demande le Front, c'est un peu la revendication de la grande majorité des Béninois, de la grande majorité de ceux qui sont à l'étranger. Ce que nous demandons, c'est vraiment, ce n'est pas que le Front. Vous avez d'autres plateformes politiques d'ailleurs qui ont les mêmes revendications. Est-ce que c'est réaliste? Non, ce n'est pas une question de réaliste. C'est pas une question de réaliste. C'est que les lois dont nous demandons l'abrogation ont échoué. Vous voyez, vous prenez par exemple le système partisan. On demande l'abrogation, on demande en tout cas l'ajustement avant l'élection. La loi sur les partis politiques et les réformes sur les partis politiques, parlons-en. J'ai dit que quand nos amis d'en face parlent, je les écoute beaucoup. Je prends beaucoup de temps à les écouter. Contrairement à d'autres personnes qui ont dit qu'il n'y a plus rien à entendre, je les écoute. Qu'est-ce qui nous ont servi? La réforme du système partisan, notamment la charte des partis politiques, c'est quoi le fond? La motivation, le leitmotiv, la raison principale évoquée, et par le président de la République, et par le gouvernement, et par la majorité parlementaire, c'est de dire la pagaille a assez duré. Il y en a marre des candidats indépendants. Désormais, nous allons remettre la politique dans les mains des partis politiques. C'est ce qu'ils ont dit. Les bandes sont là, les cassettes sont là. Puisque vous faisiez partie de ceux-là qui ont participé à la conception de ces lois-là. Vous avez participé à des commissions? Jamais. J'ai été membre de la commission de réforme. Je sais qu'actuellement, nos amis ont envie de me faire porter tous les chapeaux. Moi, je pensais que les idées qu'ils avaient étaient bonnes parce que c'est eux. Maintenant, ils expliquent à nos compatriotes que leurs idées sont bonnes parce que derrière, il y avait moi. Je ne suis pas avec eux. Ils le savent très bien. Expliquez-nous alors. Non, voilà. Ils ont dit que la réforme du système partisan, c'est pour que désormais puissent accéder au pouvoir les militants des partis politiques. Et même sur votre plateau, je crois le week-end, c'est ce que 2 de nos compatriotes ont expliqué, venant de la majorité présidentielle. Que c'est fini. Indépendance, c'est terminé. Il faut que ce soit désormais les militants des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel et qui, pour une fois, deviennent présidents de la République. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je les ai écoutés. Mais, M. Sanibio, entre nous sommes à l'heure du bilan. Nous sommes à moins de 2 semaines de la clôture des dépôts de candidature. Vous connaissez le militant d'un parti politique qui est candidat à l'élection présidentielle? Et pour ça, pour ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu des gens pour la réforme. On a perdu des compatriotes qui sont morts pour appliquer ces réformes. Des compatriotes qui sont en prison.
on a des compatriotes pour appliquer ces réformes qui sont dehors, en exil, qui ont abandonné femmes et enfants. Et pour ça même, pour arriver à faire ce qu'ils voulaient faire, à donc élever les partis politiques, qu'est-ce qu'on a noté? Il y a plus du milliard de nos francs qui ont été distribués à ces partis politiques. Parce que le gouvernement a dit, désormais, c'est les partis politiques, c'est eux qui vont proposer, c'est eux qui iront à la conquête du pouvoir. Vous connaissez le militant de l'UP qui est candidat à l'élection présidentielle? Vous connaissez le militant du BR qui est candidat à l'élection présidentielle? Moi, je connais le président du BR. Je connais le président du BR. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il a renoncé à être président de la République. Mais je connais des gens à l'intérieur de l'UP. Mais, à la fin, je permets de parler très clairement pour que ce soit clair pour nos compatriotes. Il n'y a pas un seul militant de l'UP qui est candidat à l'élection présidentielle. Après avoir... L'UP a désigné son candidat récemment. Est-ce qu'il n'est pas militant? Non, j'y viens. Il n'y a pas un militant de l'UP, je dis, qui soit candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas un militant du BR candidat à l'élection présidentielle. Celui qui a été désigné n'est pas militant. Laissez-moi, j'ai la responsabilité de mes propos. Voilà. Il n'y a pas un militant du BR candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas un militant de UDBN candidat à l'élection présidentielle. C'est que même le président de Mouel a été battu par quelqu'un qui n'est pas membre de son parti. Même le président de Mouel a été battu. Vous connaissez le candidat du PRD? Vous connaissez? Donc, tous les partis pour lesquels la réforme a été conçue, donc pour eux, pour qu'enfin, ils puissent avoir les moyens d'accéder au pouvoir, aucun d'entre eux n'a présenté de militant. Parce que le président Talon, il ne nous a jamais dit de quel militant, de quel parti il est le militant. Je ne l'ai vu dans aucun organigramme, ni de l'UP, ni du BR. Encore moins à l'UDBN ou à Mouel. Mais il n'est pas obligé de le dire. Non, c'est une question de transparence. C'est une question de transparence. Et à la fin, le culot a été poussé tellement loin que, après avoir désigné un indépendant, Qui est l'indépendant? Mais le président Talon. Non, mais vous faites des affirmations peut-être dont vous n'avez pas le preuve. Le président Talon, non. Vous n'êtes pas au sein de ces partis-là pour savoir si le président est peut-être militant d'un de ces partis dont vous voulez le citer. Monsieur Sanibio, c'est une question de transparence. Moi, je connais le parti auquel appartient le président Faure. Je connais le parti du président Ouattara. Je connais le parti du président Macky Sall. Je connais le parti du président Biden. Je connais le parti du président Macron. Le président Talon a été élu président de la République en tant que candidat indépendant. Et jusque-là, il a sans doute une majorité présidentielle qui le soutient, mais il a gardé cette indépendance. Il n'a jamais jugé nécessaire, dit aux Béninois, je suis membre de tel parti politique, je suis président, secrétaire général, militant, conseiller. Non, jamais. Jamais. Donc, l'UP a fini de désigner le président Talon, candidat indépendant. Et, excusez-moi le thème, et l'Union progressiste a le courage de dire à ses élus, contrairement aux dispositions de la Constitution, qui n'ont pas le droit de parrainer un candidat indépendant. Mais vous n'avez pas de militant. Moi, je pensais que... Justement, c'est pourquoi je dis que peut-être vous n'avez pas d'informations relatives au parti réel du chef de l'État. Je pensais que... Parce que sinon, l'UP ne peut pas avoir ce courage de le dire, comme vous le dites justement. Monsieur Sanibio, moi je pensais que la réforme a été faite pour que, enfin, on ait par exemple des primaires, on ait de nouvelles énergies, des ambitions, des personnalités qui se croisent. Mais à la place de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Silence radio. Aucune velléité de candidature. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils fassent le choix qui leur plaise. Mais je veux dire à la fin, on a fait tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on a englouti autant d'argent dans ces partis pour qu'il ne reste à la fin que des partis de soutien. Qu'eux-mêmes n'aient porté aucune ambition intérieure. On a fait tout ça pour ça. C'est-à-dire que nos compatriotes qui sont morts pour rien. Que même ceux qui ont dû prendre la fuite, ils ont pris la fuite pour rien. Que ceux qui sont en prison, ils sont en prison pour rien. Mais c'est en appliquant ces lois qu'on a eu tout ça. Voilà pourquoi nous disons que ces lois n'ont pas porté leurs fruits. Il faut donc les retirer. L'autre conséquence
qui pend au nez de tout le monde, que tout le monde voit. L'autre conséquence, c'est quelle conséquence? La majorité présidentielle actuelle nous a dit, écoutez, il y a trop de candidats au Bénin. Il y a trop de candidats. Depuis 1991, trop de candidats. Nous voulons maintenant environ 5 ou 6 ou 7 ou 10 candidats. Très bien. Et les réformes qu'ils ont conduites, les réformes qu'ils ont pensées, M. Sanibio, ces réformes ont eu pour conséquence 0 candidat. Trop de candidats et le remède du médecin a achevé l'animal. Quelqu'un est malade, vous voulez le traiter, vous l'envoyez dans le coma. Et vous voyez aujourd'hui un pays comme le Bénin, pays de vitalité démocratique, à quelques mois de l'élection présidentielle, parce que c'est une autre question, le 6 avril, le nouveau chef d'État prêtera serment, à quelques mois de l'élection présidentielle, le pays est mort, silencieux, pas d'ambition, pas de projet, pas d'émulation. Mais nous sommes à quelques mois d'une élection. Ça, c'est les conséquences de la réforme. C'est la raison pour laquelle, franchement, un médecin peut quand même à la fin dire, écoutez, je me suis trompé de traitement. Donc, ce que nous proposons au gouvernement, c'est de façon consensuelle. Vous savez, s'asseoir avec ses compatriotes et échanger, ce n'est pas un acte de faiblesse. Nous proposons au président de la République, parce qu'au fond, c'est lui seul. Moi, j'entends beaucoup de gens parler en son nom, beaucoup de gens donner des conseils juridiques, donner des trucs, mais ils ne sont pas responsables de ça. C'est le chef de l'État qui est le seul responsable. C'est pour ça qu'on s'adresse au président. Mais avant de faire... Pour lui proposer, j'en aurais terminé, c'est pour ça qu'on s'adresse au président, pour lui proposer, il est le père de la nation, de créer les conditions d'une élection inclusive. Parce que j'en aurais terminé, ce n'est pas au président de garantir que l'élection sera inclusive. Ce n'est pas au président d'assurer l'opinion que telle personne sera candidat. Telle personne sera candidat. Rassurez-vous, il n'y aura pas de problème. Tel parti sera... Ce n'est pas au président. Le président, à tout le moins, le chef de l'État peut à tout le moins rassurer ses partisans qui sera ou non candidat. Mais que moi, Joël Aïvon, je sois candidat, c'est un acte de volonté personnelle. Et c'est un acte d'un groupe qui n'appartient pas au président. Et quand on en vient à donner l'assurance, le chef de l'État en vient lui-même à donner l'assurance que l'élection sera inclusive, moi, c'est une des manifestations de la crise de démocratie que nous dénonçons. Professeur Frédéric Joël Aïvo, ce que je n'arrive pas à comprendre et qui me surprend, c'est que, on vous cite, vous l'avez dit, vous êtes un acteur de ces réformes sur lesquelles vous tirez à boulet rouge aujourd'hui, parce qu'en 2011, vous faisiez partie de la commission Nyorofu. On sait que vous êtes également le rapporteur général de la commission Djogbenou pour ces réformes institutionnelles et politiques. Dites-nous concrètement, pourquoi ce changement brutal et pourquoi vous ne voulez pas porter cette responsabilité aujourd'hui? Monsieur Sanibio, tout à l'heure, je vous disais dans mes propos que j'essaie de construire dans ma démarche et dans ma présence dans l'espace public une forme de rectitude, une forme de cohérence. Je mets quiconque au défi. J'ai dit depuis 2006 que je suis dans l'espace public, de rapporter des propos contradictoires, des actes attentatoires à la morale, des agressions à l'attention des autres. De ma part, il n'y en a pas. J'ai été membre de la commission Nyorofu, comme beaucoup d'autres. Nous avons fait un certain nombre de propositions qui n'ont pas abouti. Ah bon? Qui n'ont pas abouti. Au président Bouniaï, qui n'ont pas abouti. J'ai été rapporteur général de la dernière commission qui a été mise en place par le chef de l'État, le président Talon. Là aussi, nous avons fait un certain nombre de propositions et je n'ai pas hésité. Une fois que j'ai constaté que ces propositions qui ont été reformulées au goût du gouvernement me paraissaient présenter des dangers pour la démocratie, je n'ai pas hésité à le faire savoir. C'en est resté là. En revanche, la question qui se pose maintenant, qui pour moi est une question technique, tout n'est pas politique dans la vie, c'est une question technique. C'est la question de la fin du mandat du président Talon, sur laquelle j'entends beaucoup de gens s'exprimer. C'est très bien. Je me suis offert pour échanger avec, probablement, dans le gouvernement, j'ai dit pas de ministre, pas de député, parce que ce n'est pas une question politique.
Sur une question politique, tout le monde peut avoir un avis. Quand les médecins parlent, je ne parle pas. Quand les chirurgiens parlent, je ne parle pas. Et même quand l'association professionnelle des couturiers du Bénin parle, je n'interviens pas dedans. Je n'ai pas de compétences en la matière. Voilà. Sur cette question-ci... Vous êtes constitutionnaliste. Sur cette question-ci, je pense avoir quelques éléments, quelques compétences à faire valoir. Et tous ceux qui sont intervenus sur la question ont donné leur opinion. Mais quel est le fond de la pensée? Ce que dit tout le monde. Voilà. Si vous prenez sur la question, M. Sanibior, si vous prenez 5 ou 10 constitutionnalistes de réputation internationale, je reprends, si vous prenez 10 constitutionnalistes de réputation internationale, ils vous serviront la même réponse. Le président de la République, le président Talon, moi je sais que le président Talon lui-même le sait. Parce il s'est présenté au Béninois pour un mandat de 5 ans, et pas pour un mandat de 5 ans, 45 ou 48 jours. Il le sait. Le président Talon le sait. J'ai entendu un député, un de ces députés très actifs ces temps-ci, j'imagine, député très actif ces temps-ci, dit que le président de la République n'a rien demandé. Là n'est pas le problème. Ce n'est pas de savoir s'il a commandé ou s'il n'a pas commandé. Le président Talon a été élu pour combien de temps? La constitution du Bénin, lors de l'élection présidentielle de 2016, est formelle. Le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. 5 ans, M. Sanibior, avouons-le, c'est 5 ans. Le président de la République a donc obtenu la confiance des Béninois. La confiance des Béninois pour 5 ans. Les Béninois l'ont élu, ils sont sortis massivement, ils l'ont élu, et ils ont chargé le président Talon d'un crédit de 5 ans. Le président Talon est donc élu pour 5 ans. Et il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, formation solennelle. Et le président Talon a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Et il a prêté serment devant le peuple béninois. Et il a juré sur la Constitution. Sur la Constitution, sur laquelle le président Talon a été élu pour un mandat de 5 ans. 5 ans. Il a prêté serment pour un mandat de 5 ans. Mais franchement, au nom de quoi? Sur la base de quoi? Un parlement, agissant au nom, en tant que constituant dérivé, au nom de quoi ce parlement peut-il rallonger, augmenter, donner un bonus supplémentaire que le peuple n'a pas donné? J'ai dit, même une révision constitutionnelle ne peut pas avoir pour conséquence de rallonger un mandat qui a été fixé par le peuple souverain. Et donc, on m'a dit non, c'est pour l'alignement des mandats. J'ai dit, attention, la question est tellement sérieuse. Sauf à considérer aujourd'hui que le serment ne sert à rien. Sauf à nous dire aujourd'hui que ce qui a été fait à Porto Novo par le président de la République, le jour de l'inauguration de son mandat, que ça ne sert à rien, que c'est zéro, que vous pouvez aller prêter serment pour 5 ans, et enfin, finir par faire 6 ans, 5 ans, 1 mois, 5 ans, 2 mois. Parce que ce qui est en jeu, M. Sanibior, ce qui est en jeu, vous voulez que je vous dise, c'est que si on accepte aujourd'hui, que le président de la République élu pour un mandat de 5 ans, et qu'entre-temps, le peuple ne s'est pas exprimé pour dire autre chose, si on accepte aujourd'hui qu'il est possible qu'un président qui a été élu pour 5 ans, que le Parlement soit en mesure de lui rajouter 45, 48 jours, si on l'accepte aujourd'hui, je vous assure, demain, il sera possible qu'un président soit élu pour 5 ans et qu'il fasse 5 ans, 6 mois, 5 ans, 2 ans. Parce que si les députés sont capables de rallonger, pas une révision constitutionnelle, quelle que soit la raison, quand ils disent c'est pour aligner les mandats, c'est pour ajuster les mandats. Très bien. Si pour aligner les mandats, il est possible, il peut être techniquement possible, ce qui est faux, de rajouter quelques jours de plus à un chef d'État, c'est très simple. Demain, M. Sanibior, demain, vous pouvez noter, demain, il sera possible pour n'importe quel chef d'État d'être élu pour 5 ans et de trouver le Parlement qui lui permettrait, pour une raison ou pour une autre, de rester pour 5 ans, 6 mois, 5 ans, 1 an, peut-être même 5 ans, 2 ans de plus. Il sera possible et on trouvera toujours
des hommes, des magistrats, des universitaires, des avocats, des députés, des hommes politiques, des citoyens ordinaires, on trouvera toujours des hommes pour venir le défendre. Que le président a été élu pour 5 ans, mais en vérité, pour telle et telle raison, il va finir par faire 5 ans, 1 an de plus. Non, il va finir par faire 2 ans de plus. Non, c'est plutôt 6 mois de plus pour telle et telle raison. Donc, la question qui se pose, c'est une question de principe qu'il faut trancher pour éviter le pire demain. C'est une question de principe qu'il faut trancher. Il faut trancher avec fermeté. Il faut le trancher avec fermeté. Est-ce que vous avez suivi les analyses de Dr Tokpanou, et aussi du professeur, du président Olo? Oui, en effet, vous savez, j'ai pour hygiène intellectuelle de ne pas commenter les propos de mes collègues. J'ai mes idées, je ne commente pas généralement les propos de mes collègues. J'ai vu passer dans la semaine, je crois hier ou avant-hier, un commentaire de ce collègue. Mais ce que dit le professeur Olo, en revanche, vous savez, le professeur Théodore Olo, au Bénin, il n'y a rien à démontrer. C'est le meilleur d'entre nous en matière constitutionnelle. C'est un constitutionnaliste chevronné de grande réputation qui a servi le pays, ancien ministre, ancien président de la Cour, président de la Haute Cour de justice, et qui, à l'international, est sollicité partout. Et pas l'Union africaine, et pas les Nations unies. Il a été sur plusieurs théâtres, le professeur Olo. En vérité, il n'est candidat à rien. Moi, j'ai considéré que le professeur Olo a voulu faire bénéficier au pays de son expérience. Et il m'est même arrivé de croire qu'il a voulu rendre service au président Talon. Il a voulu lui tendre la pêche en lui servant, M. Sanibio, ce qu'aucun constitutionnaliste de réputation internationale ne peut démentir. Ce que le professeur Théodore Olo a dit, c'est exactement questionner un constitutionnaliste japonais, questionner un constitutionnaliste français, thaïlandais, sénégalais, il ne vous dira pas autre chose. La loi constitutionnelle ne peut être rétroactive. Si elle est rétroactive, même si elle doit être expressément rétroactive, alors là, elle est frauduleusement rétroactive. Le Parlement ne peut pas faire rétroagir une loi pour faire bénéficier à un chef d'État qui a été élu pour un mandat de 5 ans, pour lui faire bénéficier quelques jours de plus. J'ai dit, j'en aurais terminé cette question. La question, elle n'est pas politique. C'est une question technique. Et qu'il faut la trancher. Il faut la trancher avec fermeté pour que demain, on évite le pire au pays d'un homme qui peut être élu pour 5 ans et qui est capable de trouver un Parlement qui lui rajoute 6 mois, 1 an, pour une raison ou pour une autre. Il faut l'éviter aujourd'hui. Le président Talon, il le sait. Le président de la République le sait. Il a été élu pour 5 ans. Ce jour, je me rappelle ce que lui disait le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Vous êtes renvoyé à vos fonctions, votre mandat court du 6 avril 2016 au 5 avril 2021 à minuit. Le président le sait très bien. Son crédit finit le 5 avril à minuit. 5 avril 2021 à minuit. Vous dites qu'il faut trancher cette question avec fermeté, mais dans ce cas de figure où on a procédé à une révision qui demande désormais les élections générales à partir de 2023, dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure pour pouvoir éviter ou bien respecter avec fermeté ce que vous dites là? Et ils le savent. Le front a été formel là-dessus, et comme d'ailleurs beaucoup de Béninois l'expliquent au président. Ils le savent. Moi, je sais qu'ils ont des juristes qui, après tout... C'est vrai que la politique ne réussit pas à tout le monde. Vous pouvez être un juriste, entrer en politique, après, vous perdez tout. Mais je sais que le gouvernement a des juristes qui lui expliquent que ça ne tient pas. On ne peut pas organiser les élections après la fin du mandat du président en cours, sous prétexte d'avoir fait des ajustements, un alignement de mandat. Moi, je ne les crois pas capables. Je ne les crois pas capables d'engager le pays dans ce risque-là. C'est un gros risque. Et je n'ose même pas imaginer ce scénario. Mais il faut parler aussi de dialogue inclusif à l'heure actuelle. Est-ce que c'est possible? Mais bien sûr, c'est possible. Mais vous parlez, M. Sanibio, vous parlez à qui? Vous parlez à une majorité présidentielle qui a été capable, le 2 juin, d'arrêter tout le processus de désignation des maires, d'aller au Parlement, de corriger, de faire voter la loi, de faire promulguer la loi et de continuer l'opération. Le 2 juin 2020, la majorité présidentielle dont vous parlez a été capable d'arrêter le processus de désignation des maires, de retourner au Parlement, de changer la loi, de revenir en bénéficier pour eux-mêmes. Et vous voulez me dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre que la réforme du système partisan a échoué et que, au lieu
du trop-plein de candidats, nous en sommes arrivés à n'avoir que le seul qui a configuré les lois pour n'être que le seul candidat. Or, il y a des énergies dans le pays. Il y a des énergies partout dans le pays. Il y a des gens qui ont envie de contribuer au débat. Il y a des gens qui souhaitent. Il y a des gens qui souhaitent porter une autre alternative, comme on a toujours fait. Moi, j'ai revu cette semaine des images du général Kérékou en train de cravacher du pour aller chercher son mandat. J'ai revu des images du président Soglo en pleine campagne, dans la foule, en train d'aller chercher contre ses adversaires, en train d'aller chercher un mandat. J'ai revu le président Bruno Amoussou, j'ai revu Adrien Mbedji, je les ai tous revus. Séverin Adjovi, quand ils faisaient campagne, et tous, ils allaient chercher mandat. De quoi a-t-on peur aujourd'hui? De quoi a-t-on peur? Et quand je vois parfois tout ce que la majorité présidentielle nous impose, excusez-moi, je regarde au fin fond dans ces partis, je vois que c'est une grande personnalité pour qui j'ai beaucoup de respect. Et la seule question que je voudrais poser la prochaine fois que je les rencontre, c'est de leur demander, mais au fond, ce que vous voulez nous imposer, là, de venir demander l'autorisation chez vous, de venir vous convaincre de ce que nous avons un projet pertinent, et pour que vous nous autorisiez à être candidat contre vous, ce que vous voulez nous imposer là, ça correspond à quelle phase de votre vie politique personnelle? Ça correspond à quelle phase de la vie politique? Je prends le président Bruno Amoussou. Ça correspond à quelle phase de sa vie politique? Est-ce que le président Patrice Talon aurait accepté? Moi, je le connais un peu. Est-ce que le président Talon aurait accepté? Que le président Boni Aïe exclut tout le monde des élections législatives. Il prend tous les députés. Et après, il leur dit, maintenant, si vous voulez être candidat, allez parler au FCB. Si vous arrivez à les convaincre, ils vont vous donner le parrainage. Moi, je le sais. Je sais une chose, M. Sandibian. Le président Talon, il n'aurait jamais accepté ça. À titre personnel, je n'accepterai jamais ça. Voilà. C'est pour ça que je suis debout avec beaucoup d'autres personnes pour mener cette bataille de la démocratie, pour que, enfin, le pays retourne dans ce qui sait mieux faire, le pluralisme, le respect de soi. Il ne s'agit pas de pagaille. Le pluralisme, le respect des autres, la tolérance. Et laisser les Béninois trancher. Qui a peur des Béninois? Qui a peur des Béninois? Donc, concrètement, avant d'aborder la dernière phase de cette émission, à vous entendre parler, c'est que vous n'allez pas participer à cette élection si le gouvernement ne respecte pas vos exigences. Je ne vous ai jamais dit ça. C'est ce qu'on lit à travers vos explications. Non, attention, je ne vous ai jamais dit ça. Donc vous allez participer, même si le gouvernement n'arrivait pas à respecter les exigences. Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit que vous savez, vous me posez des questions que moi, j'aurais aimé que vous leur posiez. De leur demander s'ils sont capables d'avancer. De ce que je suis avec vous ici maintenant. Non. Posez-leur la question. Est-ce qu'ils sont capables d'avancer et de continuer à organiser l'élection dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui? À titre personnel, vous m'avez posé la question. Vous savez, ça fait 1 an et demi que je suis sur le terrain. On va revenir dans un instant. Ça fait 1 an et demi que je suis sur le terrain. Et ça fait 1 an et demi que je me suis préparé, que je me prépare pour cette échéance. Donc, vous comprendrez que pour aucune raison du monde, je ne peux vendanger l'occasion, la seule, qui s'offre à nous aujourd'hui pour aller chercher notre pays. C'est la seule occasion. Donc, évidemment, la question que vous posez ne me concerne pas. Voilà. Avant de poursuivre, on va remercier les internautes qui nous suivent et qui envoient des messages, qui vous adressent leurs félicitations. Ils sont 300 à réagir par rapport à cette émission sur Facebook et autres réseaux sociaux. Et je rappelle que juste après l'émission, vous allez le retrouver sur la page YouTube de Golf TV Africa. Frédéric Joël Aïvo sera-t-il candidat? Parce que c'est vrai, on vous a écouté, vous avez tout cité, mais est-ce que vous êtes candidat réellement? On entend parler depuis quelque temps, vous sortez, on vous voit un peu partout sur le territoire national. Est-ce que vous êtes réellement candidat? Vous nourrissez cette ambition-là? Vous avez dit que vous préparez depuis il y a très longtemps, mais dites-nous officiellement aujourd'hui, est-ce que vous le serez? Monsieur Sandibian, vous savez, la question que vous me posez, pour moi, c'est une question qui est dans l'air du temps. Parce que le pays a besoin de nouvelles énergies. Notre pays a besoin de nouveaux engagements. Je ne veux pas parler d'une nouvelle génération, mais le pays a besoin qu'on déploie de nouvelles énergies. Depuis le 1er mai et le 2 mai 2019, quand j'ai vu, comme beaucoup de nos compatriotes, la guérilla urbaine s'installer au cœur de la République,
à 500 mètres du palais de la présidence, quand j'ai vu le 1er mai et le 2 mai, quand j'ai vu un ancien chef d'État enfermé chez lui pendant 52 jours, quand j'ai vu les actes de violence à l'intérieur du pays, comme jamais on l'a vécu depuis 1990, le citoyen que je suis a haussé le niveau de son engagement. Quand j'ai vu, à partir du 10 juin jusqu'au 15, ce qui s'est passé, des scènes de guerre à Tchaourou, des scènes de guerre à Kilibor, des scènes de guerre à Savé, si vous voulez, je ne suis plus le même citoyen. Quand j'ai compris que notre pays risquait gros et que du fait de la politique, des gens sont morts, des citoyens ordinaires qui n'avaient ni armes, ni coucoupe, ni bâton. Quand j'ai vu que du fait de la politique, beaucoup sont en prison, du fait de la politique, et que du fait de la même politique, nous avons des frères, ils sont nombreux. Ne vous arrêtez pas aux grandes figures que vous connaissez. Ils sont nombreux au Niger, au Nigeria, au Burkina, au Togo, en France, aux États-Unis. Ils sont nombreux. Depuis lors, quand nous sommes rentrés dans le dialogue itinérant, j'ai pris ma décision. Au début, j'avais plusieurs hypothèses sur la table. La question de la candidature à l'élection présidentielle de 2021, cette question pour moi faisait partie des hypothèses que j'ai sur la table. Aujourd'hui, après avoir fait le dialogue itinérant, après avoir été à plusieurs endroits, à Banikwara, à Kandi, à Djong, à Wenki, après avoir été à Dogbo, après avoir été à Plahoué, à Porto Novo, à Semepodi, partout à Niki, après avoir été au fin fond du pays, après avoir testé la détresse sociale du pays, j'ai pris ma décision. La seule hypothèse que j'ai sur la table, que je n'écarte plus du tout, c'est celle de la candidature. Pour moi, c'est resté au moment où je vous parle, la seule hypothèse que j'ai sur la table. Les actes de violence dans Cotonou, des gens qui sont morts, dont personne ne s'occupe de leur famille, des actes d'agression, des emprisonnements, des exiles, du fait de la politique. Nous ne combattons pas un ennemi extérieur, mais c'est entre nous-mêmes. Quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu des jeunes me parler de leur situation de chômage, ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leurs femmes, les familles disloquées, la détresse des policiers, des enseignants, l'aspirana, l'humiliation des enseignants. Quand je vois tous ces compatriotes, M. Sanibio, franchement, un citoyen comme moi qui avait jusque-là la Constitution dans cette main et la justice dans celle-ci, qui s'est battu dans l'espace public pour ça, j'ai haussé le niveau de mon engagement qui est devenu progressivement aujourd'hui un engagement politique. Et pour répondre à votre question, la question de la candidature à l'élection présidentielle est pour moi la seule hypothèse que j'ai sur la table, que je n'écarte pas. Si vous voulez, je peux aller plus loin. Oui, je vous dis, ça fait un moment que je suis prêt pour la fonction. Voilà, prêt pour la fonction présidentielle, vous l'avez lâché. On va écouter à propos rapidement quelques réactions des Béninois rencontrés hier soir à Cotonou, qui ont suivi sur les réseaux sociaux et également à travers notre télévision que vous serez sur ce plateau aujourd'hui. À cette occasion, ils ont parlé de vous, ils vous ont certainement lancé des pics et posé en même temps quelques questions. On va les écouter avec la complicité de la régie. Voilà, Ivo, c'est un homme très intelligent. Il est très intelligent, qui a le désir de briguer la magistrature suprême. Si on peut lui refuser ça, on ne peut pas lui refuser ça. Maintenant, les conditions actuelles, est-ce qu'il est sûr d'être candidat vraiment? Il y a le système de parrainage qui est là. Hein? Il n'est pas issu des deux partis représentant l'Assemblée. Au niveau des maires, il y a 77. Mais il n'est pas, bon, je ne suis pas sûr qu'il soit candidat, moi. Si le candidat c'est bon, la compétition c'est bon. Hein, pourvu que tout aille dans la paix. Que nous ayons la paix dans le pays, c'est tout ce que nous on veut. Hein? Si quelqu'un veut être candidat, il regarde candidat. Et que les gens favorisent que la candidature des autres. Et que la compétition soit comme avant. C'est tout ce que moi je pense. Le professeur Joël Laïvo est un homme que je connais particulièrement. C'est un de mes professeurs qui m'a gardé en droit constitutionnel. C'est un bon monsieur.
Et sa candidature ne m'inquiète pas. S'il peut le faire, ce serait très bon, c'est un bon citoyen. Mais je voudrais quand même lui poser la question de savoir si actuellement il peut remplir toutes les conditions qu'il fallait remplir pour se présenter à cette élection-là. La génération de Joël Aïvo, de la génération de Joël Aïvo, je pense que le conseil que moi j'aurais à lui donner, c'est de patienter et d'aller à l'école de Patrice Talon, de l'actuel chef d'État, pour que après les 5 ans qui vont venir, il puisse quand même bénéficier de la confiance et bénéficier de l'expérience acquise auprès de l'actuel chef d'État pour que les Béninois dans l'ensemble puissent lui placer sa confiance. Il faut avoir le charisme de conviction. Quand vous voyez M. Joël Aïvo, je ne le juge pas. C'est mon commentaire sur lui. Il parle bien, mais il ne convainc pas. Il faut convaincre. Il faut avoir l'ossature de la conviction. Et je n'ai pas lu son projet de société. Je ne l'ai pas lu. Il dit quoi? Quand on veut être président de la République, on a un programme autour duquel tout le monde peut s'associer, apprécier, voir. Je ne vois pas. Je n'ai pas vu son programme. Je ne l'ai pas lu non plus. Monsieur Joël Aïvo, lorsque l'on veut se lancer dans une mare au Caïman, il faut mesurer ses forces. Ça, c'est un océan de requins. Pouvez-vous survivre dans cet océan avec la force de tous ces requins? Voilà, professeur Joël Aïvo, est-ce que vous pouvez survivre, j'allais dire, eh bien, avec la force de tous ces requins, vous qui ambitionnez rentrer concrètement dans cette bataille-là? Oui, je remercie tous les téléspectateurs qui ont bien voulu réagir. C'est un peu l'état de l'opinion sur la question de la candidature et sur la question de cette élection présidentielle. C'est un océan de requins, mais j'ai toujours dit, c'est vrai que la politique, on a des divergences politiques entre nous, mais après tout, nous sommes tous citoyens du pays, on a le Bénin en partage. La bataille qui se mène, c'est une bataille pour le pays. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce que vous n'allez pas peut-être patienter encore, accompagner le chef de l'État actuel et profiter de son expérience pour pouvoir vous repositionner après son départ? Non, c'est pas une question d'âge. Et des fois, je le prends très agréablement quand j'entends des gens me dire le jeune professeur, le jeune constitutionnaliste. Bon, parfois peut-être parce que tout le monde ne connaît pas mon âge. C'est vrai que je suis jeune, mais je ne suis pas inapte à ce niveau à la fonction et à ce type d'ambition. Donc, comme les compatriotes l'ont dit, moi je suis préparé. Je suis préparé, on va dire, à la dureté de la bataille politique. Et parfois, il y a beaucoup qui s'interrogent, qui se demandent comment et pourquoi je continue de survivre dans ce contexte, excusez-moi le terme, de brutalité quand même assez violent. La politique n'a jamais été aussi violente au Bénin que depuis 2016. Donc, on se demande, c'est parce que je ne parle pas beaucoup, mais je n'expose pas mes difficultés personnelles du fait de mon engagement politique. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes très nombreux. Et la vague que nous faisons lever, l'idéal que nous poursuivons n'est pas un idéal qui m'appartient personnellement. Nous sommes très nombreux. C'est un mouvement, un large mouvement qui recrute au Bénin des millions de Béninois et qui recrute à l'étranger. Je souhaite simplement que cette élection donne l'occasion à notre pays de s'exprimer en toute indépendance et en toute liberté. Oui, quelqu'un a dit qu'ils n'ont pas vu votre projet de société. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est vrai, on n'aura plus le temps de détailler. Le temps du projet arrive. Le temps du projet arrive, mais j'ai cru comprendre que pour le pouvoir en place, j'étais le candidat de la démocratie. Ce que je revendiquais fièrement. Que moi, j'ai dit que je m'engageais à ramener la démocratie, à rétablir la démocratie au Bénin, que je suis le candidat de retour, je serai le candidat de retour. Je le disais à mes compatriotes que dès que nous aurons franchi les étapes décisives qui arrivent, je ferai partie de ceux qui s'engagent à faire revenir la démocratie et à allier, parce que les deux ne se reposent pas, à allier efficacité économique
à la réputation démocratique du pays. Je ne veux pas revenir ici sur les engagements que nous avons pris, les thématiques, les questions, les pistes autour desquelles on a réuni les Béninois sur l'ensemble du territoire. D'abord, rassembler les Béninois, c'est une urgence. Apaiser le pays. Le pays est tendu. Il y a des foyers de tension partout. Moi, je circule partout. Je suis allé à Savet, je suis allé à Kilbo, je suis allé partout. Le pays ne va pas bien. Il y a une tension. Donc, une des urgences, c'est quand même au fond de faire revenir dans le pays tous nos frères et sœurs, voilà, qui sont à l'extérieur, qui ont laissé famille et dont les emplois ont été détruits, qui reviennent. Que nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons rester ensemble. On peut avoir des désaccords, mais l'unité du pays, l'apaisement, chantier principal. Deuxième chantier, comme on l'a expliqué partout, c'est quand même le rétablissement de la démocratie. Ce que nous savons faire le mieux au Bénin, ce que le monde entier nous préfère, c'est quand nous sommes démocratiques, c'est quand nous faisons cette fierté sur le continent d'être un pays démocratique, de permettre aux partis de retrouver leur liberté, aux Béninois de choisir, de savoir reprendre les élections, d'organiser des élections conviviales, comme nous savons le faire, conviviales comme nous savons le faire, rétablir la démocratie, rétablir la démocratie. Et j'en profite pour dire à la communauté internationale, aux chancelleries installées dans notre pays, à la communauté, aux partenaires traditionnels de notre pays, ne détournez pas votre regard. Il se joue dans notre pays, il se joue un drame, un vrai drame, une crise de la démocratie. Je sais que par nous-mêmes, nous allons y arriver. Par les Béninois, où que nous soyons, quel que soit notre bord, on va y arriver. En tout cas, la détermination, dans notre camp, à mon niveau, la détermination est totale. Pour que on redevienne ce pays qu'on a été, ce pays de fierté démocratique, d'efficacité. Ça, on va y arriver. Je demande à la communauté internationale, ne détournez pas vos regards. Ne détournez pas vos regards de ce qui se fait au Bénin. À nos partenaires traditionnels, notre pays a besoin de vous. Pour nous accompagner, nous y arriverons, ça, il n'y a aucun problème. Troisième chantier, urgente, qu'on mettra sur la table dans quelques jours, c'est le chantier de la relance économique. La prospérité d'une personne, ce n'est pas la prospérité de 12 millions de Béninois. Il doit être possible de casser tous ces monopoles constitués dans les mains de quelques-uns, et de relancer ces entreprises fermées, de relancer tous ces hommes d'affaires, ces investisseurs locaux et internationaux, régionaux, qui nous ont fui, de relancer. La relance de l'économie ne peut que relancer l'emploi, de mettre un thème immédiatement, un thème urgent à la loi sur l'embauche. Ensuite, c'est de relancer un certain nombre de secteurs, le secteur de la santé. Je ne vais pas vous donner, si je donne les chiffres qu'il y a sont des chiffres qui font froid dans le dos. Les chiffres dans l'enseignement primaire et secondaire sont des chiffres qui font froid dans le dos. On n'a peut-être pas le temps d'aller à l'intérieur. Les hôpitaux publics sont en déshérence. Les hôpitaux publics. Je ne veux pas, si je rentre dans les chiffres. Même s'il y a une politique. Non, même s'il y a une politique. Mais là, il y a les normes, il y a la réalité dans les hôpitaux. Il y a la réalité dans l'enseignement. Ces classes à 112, allez à Tchanvedji dans le Koufo, ces classes, c'est minimum 112 élèves. Allez à Rosin, là, il y a 3 enseignants qui marquent, il y a des profs de philo qui font mathématiques. Moi, je n'ai pas été formé comme ça. Au nom de quoi on laisserait nos enfants se former dans ces conditions? Ça, c'est le 3e pilier, la relance de l'économie. 4e pilier, c'est la redistribution de la richesse. Nous sommes un pays pauvre. On a besoin de tendre la main à ceux qui ont besoin de l'État. L'État ne fait pas de bénéfices. L'État fait des économies. Mais les économies, c'est pour les redistribuer. Un État ne peut pas faire de bénéfices comme une entreprise privée. Donc, on ne peut pas supprimer, par exemple, le CNHU. Plus de 500 millions en moins de subventions au CNHU. Pourquoi? Parce qu'on fait des bénéfices, on fait de l'économie. Plus de 500 millions au CNHU. Et il y a des hôpitaux qui n'ont pas de chirurgien. Allez à Lada, allez à Kover, allez à Djong, il n'y a pas de chirurgien. Allez à Kouandé, il n'y a pas de chirurgien. Je dis, pas un seul chirurgien. Mais à Kouandé, qui c'est qui vient à Kouandé? C'est des moutons. À Lada, c'est des moutons. À Kover, ce n'est pas des hommes comme vous et moi. Il n'y a pas un chirurgien. Donc, il faut redistribuer. On ne peut pas mettre dans la route, on ne peut pas mettre dans les grands travaux, on ne peut pas mettre toute notre économie. Je dis, la facilité d'endettement que le pays a retrouvée ne peut pas aller que dans les routes.
le capital humain, les investissements essentiels. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin. Cinquième priorité, c'est la réputation du pays. Il faut repositionner le Bénin à l'international. Nous avons fermé une vingtaine d'ambassades. Certains ont dit que nous avons fui du monde, qu'on a plié bagage parce qu'on a honte de nous-mêmes. Une vingtaine d'ambassades fermées. Vous connaissez un chef d'État qui a visité le Bénin depuis? C'est pour éviter des dépenses astronomiques. Non, recevoir un chef d'État, c'est pas... Occasionner ces ambassades-là. Monsieur Sanibio, recevoir un chef d'État, c'est pas une dépense astronomique. Non, je parlais justement des ambassades qui ont été fermées. Le président Talon revient du Nigeria. Il a été, je crois, 3 ou 5 fois au Nigeria. Le président Boari n'a jamais mis pied ici. Il a été, je crois, 3 fois au Togo. Le président Faure, qui est notre frère, n'a jamais mis pied ici. Il a été 2 fois au Niger. Le président nigérien n'a jamais mis pied ici. Le président béninois a été 1 fois au Burkina Faso. Le président Kabouré n'a jamais mis pied ici. Même le président Ouattara n'a jamais mis pied ici. Nos voisins nous fuient. Parce que, excusez-moi, nous ne sommes plus aimables aux yeux du monde. Ce qui fait le Bénin. À une période qu'on est révélé, vous dites qu'on n'est pas aimable. Le Bénin qui est révélé ne plaît pas aux Béninois. C'est un Bénin d'injustice politique, injustice économique, injustice sociale. C'est ce Bénin qui ne plaît pas. Et c'est contre ça que nous avons dit, d'accord, vous voulez continuer, mais très bien, il faut qu'on en débatte. Débattons-en. Vous voulez que ça continue, mais il faut qu'on en débatte. Voilà, globalement, pour moi, les questions qui sont les questions essentielles qui vont revenir, et sur lesquelles, M. Sanibio, il faut débattre. Il ne faut jamais désespérer de débattre. Mais la majorité présidentielle en face, visiblement, me fait un passage en force. C'est pour ça que je vous ai dit, posez-leur la question. La prochaine fois que vous les verrez, demandez-leur s'ils sont capables de continuer sans nous. Demandez-leur, après avoir bâclé, vendanger les élections législatives, après avoir bâclé, vendanger les élections communales, demandez-leur s'ils peuvent prendre le risque d'engager le pays dans l'impasse en prenant en otage cette élection, en sélectionnant eux, en se donnant le droit de sélectionner les candidats qui vont compétir face à eux. C'est plus une élection. Selon vous, ils ont sélectionné, justement, par rapport à ça, je rappelle qu'il y a plus de 700 internautes qui nous ont posé des questions. On ne peut pas relever toutes ces questions, mais on a pu choisir une seule ici et c'est adressé à vous. Il s'appelle Kodiri Yessoufou. Il demande quels sont les moyens bien que le Front détient pour sauter le verrou du parrainage. C'est sa question. Ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. C'est au président, parce que tout à l'heure, vous avez dit... les moyens que vous disposez pour amener le pouvoir peut-être à réagir et à sauter ce verrou. Vous voulez m'amener... Je suis un professeur de droit constitutionnel, c'est vrai, mais je m'y connais un peu en stratégie militaire. On ne montre pas son arme à son adversaire. Nous avons dit, et nous le disons depuis très longtemps, le président le sait, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que le parrainage est inapplicable en l'État, même. Au plan de la justice constitutionnelle, le parrainage est inapplicable en l'État. Et le professeur Théodore Olo l'a démontré avec une simplicité que tous les juristes ont compris. Voilà, on a pris juste une question vous concernant, une seule question concernant le chef de l'État. Il y a un internaute qui a demandé de savoir, voilà, le parti du chef de l'État, que le chef de l'État milite concrètement dans quel parti. Il veut savoir. Et on remercie entre autres Rachid Mounier, Franco Alain, Adro, il y a Hadji Salami, Laoui Wanou, excusez si je prononce mal vos noms, Hungan, etc. Ils sont nombreux à poser et à reposer des questions. Ils sont actuellement plus de 700 à avoir posé des questions. Mais on ne peut pas relever toutes ces questions-là. Professeur Joël Aïvo, on est pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous aviez encore, après tout ce que vous avez dit, un mot de la fin pour clôturer cet entretien? Non, un mot de la fin, c'est vous remercier. Vraiment, c'est de remercier Golf pour me donner la parole et de remercier tous nos compatriotes. Je voudrais m'adresser directement aux Béninois et les remercier pour leur ténacité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont tenu debout, ceux qui n'ont pas posé le genou à terre, tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur, qui expriment de plusieurs manières leur amour, leur passion pour le Bénin. Le Bénin que nous aimons tous. J'ai toujours dit, nous sommes tous les enfants du Bénin, nous avons des divergences, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques et il y a un seul objectif, c'est le Bénin.
je rends hommage, vous permettrez à eux tous, aux Béninois anonymes, comme à tous ceux qui sont mobilisés dans les partis politiques, en dehors des partis politiques, pour que triomphe enfin, le pays de liberté, de justice que nous avons bâti en 1990 à la Conférence nationale. Je voudrais remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, expriment leur soutien, leur amitié et qui restent mobilisés pour la cause du Bénin. J'ai foi. Moi, je suis persuadé que nous finirons par trouver la voie qui nous permette d'éviter à notre pays des soubresauts. L'élection a lieu dans quelques semaines. Le 6 avril, nous devons installer un nouveau chef d'État. Je souhaite que nous l'installions tous dans la liesse, que nous l'installions dans la convivialité. Parce que, pour finir, et dans l'intérêt de la majorité présidentielle, je voudrais leur dire une chose. Les décisions les plus sûres, les décisions les plus stables, les décisions qui ont la chance d'être durables, de traverser le temps. Parce que je vois que le pouvoir tient beaucoup à certaines décisions. Mais pour que ces décisions soient stables, pour qu'elles soient durables, pour qu'elles vivent après eux, il faut que ces décisions soient consensuelles. Il faut que ces décisions, il faut que les décisions reçoivent non pas forcément l'accord ou l'assentiment, mais l'adhésion du pays. Parce qu'une décision qui n'est pas stable, une décision qui n'est pas durable, qui ne peut pas être durable, une décision qui n'est pas consensuelle, M. Sanigho n'a aucune chance de survie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. M. Donald Trump a pris une série de décisions seul, de façon non consensuelle, parfois en braquant son pays. 24 heures après son départ de la Maison-Blanche, pas 15 décrets, 15. En moins de 24 heures, tout est tombé. Pourquoi? Parce que ces décisions ne sont pas consensuelles. Les décisions d'un camp contre un autre n'ont aucune chance de survie. Donc, le seul chemin que nous avons, c'est le chemin du consensus, de la fraternité, le chemin de l'unité. Nous nous sommes engagés à ça. Je vous ai dit que nous sommes prêts. Quand je vous quitte ici, je retourne sur le terrain. Parce qu'il est hors de question que cette élection soit volée à notre pays et à nos compatriotes qui ont le droit de dire avec qui ils veulent vivre pendant 5 ans. Merci beaucoup. C'est fini pour cette émission, Ma part de vérité, qui a reçu aujourd'hui le professeur Frédéric Joël Aïvo, acteur politique, professeur titulaire de droit, constitutionnaliste et chevronné, je l'annonçais en début de cette édition. Eh bien, il a lâché le morceau, il ira décrocher la fonction présidentielle, a-t-il dit. Il a commencé la bataille depuis quelque temps, ce n'est pas aujourd'hui qu'il veut s'engager sur ce chemin. Le Front pour la restauration de la démocratie qu'il a représenté sur ce plateau ne va pas dévoiler sa stratégie pour sauter le verrou du parrainage. Il est un constitutionnaliste, excusez. Les moyens légaux sont utilisés, en tout cas sont en train d'être vantés jusqu'à présent pour pouvoir aller à bout de ce verrou, si on peut le dire ainsi, en tout cas selon leurs propos. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à Golf TV et Golf FM Africa, puisque l'émission est aussi en direct sur la radio, également sur la page YouTube de Golf TV Africa, sur Facebook et autres. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité renouvelée. Retrouvez cette émission juste après nous, sur la page YouTube, bien entendu, de Golf TV Africa, et la rediffusion, c'est pour ce soir à partir de 22h30. Excellente journée. Institut
président fondateur de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA informe le public que la rentrée universitaire et le démarrage des cours en première année de master professionnel sont programmés à partir du lundi 18 janvier 2021. Les inscriptions sont ouvertes dans les filières ci-après agréées par l'État béninois et accréditées par le Centre international de liaison des écoles de cinéma, de télévision et des médias, CILET. Master professionnel en journalisme, master professionnel en réalisation, master professionnel en métier de l'audiovisuel. Les cours auront lieu tous les jours ouvrables à partir de 19h. Il est utile de préciser que le programme de master professionnel en journalisme à l'ISMA offre désormais les possibilités de spécialisation en journalisme économique, journalisme spécialisé dans les questions de la magistrature et des carrières judiciaires. Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du service scolarité de l'ISMA ou consulter le site web www.isma-benin.org ou appeler les numéros ci-après 229 97 27 49 49 ou le 95 49 11 11. Courriel info@isma-benin.org. Innovation et formation de qualité pour une employabilité pertinente, c'est notre priorité. L'audiovisuel, un métier d'avenir. Promoteurs agricoles, la facilité de crédit pour financer un projet agricole existe désormais au Bénin. Autrefois, l'accès au crédit agricole était compliqué et difficile. Aujourd'hui, c'est simple. Mais avant d'aller plus loin, retenez que le crédit n'est pas une honte. Il est le moyen le plus rapide pour faire grandir votre exploitation. Le crédit vous permet de réaliser en un temps record un projet qui vous prendra plusieurs années si vous devriez compter sur vos propres économies pour sa réalisation. Grâce au FNDA, vous pouvez avoir un crédit à la taille de votre projet et selon votre propre planification. Le processus est simple, mais il faut commencer très tôt. Sachez aussi qu'avant de solliciter un crédit, vous devez avoir à l'esprit qu'il doit être remboursé à échéance convenue en vue de pérenniser le cycle de financement. Si vous êtes prêts, voici les attitudes de bon entrepreneur que nous recommandons. 1. Ouvrez un compte dans une banque ou SFD partenaire du FNDA si vous n'en aviez pas encore. 2. Retracez en toute transparence l'ensemble de vos activités dans les livres de la banque ou du SFD que vous avez choisi, car les banques et les SFD ne travaillent pas avec un promoteur qu'ils ne connaissent pas. Ce faisant, vous gagnerez un temps fou avec votre banquier si vous épargnez de longues enquêtes lors de l'instruction de votre dossier. 3. Notez que vous ne pouvez pas bénéficier d'un grand montant au premier prêt. Même si vous avez besoin de 50 millions par exemple, vous n'êtes pas certain de l'avoir si vous êtes incapable de démontrer au banquier que vous pouvez gérer avec succès un crédit de 40 millions. 4. Soyez transparent et dites toute la vérité à votre banquier, surtout si vous avez des engagements impayés dans d'autres institutions. Promoteurs agricoles, maintenant que vous savez quoi faire, à vous de jouer. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. D'affirmer avoir atteint l'égalité des sexes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de 19h30 du week-end, le dernier pour le compte de cette semaine. Nous allons faire le tour de l'actualité ici au Bénin. Et... Sur Golf FM, toute l'information. La Golf fait oublier la haine. Elle libère le citoyen. Liberté d'expression. Le droit de dénoncer la corruption, le favoritisme, le népotisme, le droit de ne plus se taire, le droit de parler et de dénoncer à visage découvert. Ébaucher les véritables propositions concrètes pour faire avancer le pays. Ceci sera votre contribution à l'avancement de la démocratie au Bénin. Pas de haine, pas de calomnie, pas de mensonge. Golf FM 107.7, ça croit sur ma radio. Libère ta haine, tes peines. Victoire au poste, c'est cool. TV Africa, c'est toutes les voix, tous les points de vue, toutes les opinions, tous les avis et une vue d'ensemble de toute l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement, parlant les langues des autres. Tout ça, décolonisé. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique.
Ça me fait pitié pour l'Africain. Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on... Golf TV Africa, c'est toutes les voix, tous les points de vue, toutes les opinions, tous les avis et une vue d'ensemble de toute l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Le groupe de presse La Gazette du Golfe redynamise son service commercial pour mieux vous servir. Pour toutes vos demandes de prestations diverses, publi-reportages, couverture médiatique, spots publicitaires, annonces de toutes sortes, communiqués, réalisation de documentaires, diffusion de productions audiovisuelles, le service commercial du groupe de presse La Gazette du Golfe vous est accessible du lundi au dimanche, y compris les jours fériés de 8h30 à 19h. Pour toute sollicitation, appelez le 95 24 30 00, 95 24 30 01 et 95 24 30 02. Vous pouvez nous écrire pour tout renseignement et aussi nous transmettre tous vos messages et annonces à diffuser via WhatsApp au numéro suivant 95 24 30 03 95 24